Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire de comment, dans le velours humide des nuits parisiennes, le souvenir d'Éléonore résonne encore, une mélodie oubliée mais lancinante. Au fait, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous venez. Nous sommes très curieux de le savoir. Maintenant, installez-vous confortablement et bonne écoute. Les nuits d'automne, à Paris, s'étiraient en velours humides sur les pavés luisants, et le vent portait des murmures de feuilles mortes, des effluves de tabac froid et de mélancolie. C'était dans l'un de ces souffles crépusculaires que son souvenir s'ancrait le plus profondément en moi, une douleur douce et persistante, comme une mélodie oubliée dont on ne retient que l'écho lancinant. Elle se nommait Éléonore, et son nom seul suffisait à faire vibrer en moi des cordes que je croyais à jamais rompues. Je la revois, sous la lumière blafarde d'un réverbère, ses cheveux couleur d'ébène défaits par l'humidité, encadrant un visage d'une pâleur exquise. Ses yeux, d'un bleu profond, portèrent la sagesse des âges et la fragilité des premières neiges, et je m'y perdais comme un marin sans boussole dans les abysses. Ce soir-là, elle portait une robe de soie sombre, qui épousait les courbes discrètes de son corps, et un châle de laine fine qu'elle serrait contre elle, comme pour se protéger d'un froid qui ne venait pas seulement de l'air. Nous étions au bord de la Seine, ses eaux sombres reflétant les lumières tremblantes de la ville, un miroir fidèle de nos âmes incertaines. Le silence entre nous était lourd, chargé de non-dits, d'espoirs tus et de renoncements déjà consommés. Je savais, sans qu'un mot n'eût été prononcé, que quelque chose d'irréversible s'était tissé entre nous, un lien invisible mais indéfectible, né de la souffrance partagée et d'une tendresse indicible. Éléonore était une énigme, une symphonie inachevée, dont je ne parvenais à saisir que quelques notes éparses. Elle travaillait dans une petite librairie du quartier latin, un sanctuaire de vieux livres et de rêves oubliés, où l'odeur du papier jauni se mêlait à celle du café brûlant. C'est là que nos chemins s'étaient croisés, un après-midi d'hiver où la neige tombait en lourds flocons sur la ville. J'y cherchais un recueil de poèmes, elle y cherchait, je le compris plus tard, un refuge. Je m'appelle Antoine. J'étais à cette époque un peintre sans atelier, un artiste dont les toiles restaient souvent vierges. Hanté par des visions que je ne parvenais à transposer ni sur la toile ni dans ma vie. Mon âme était un lac stagnant, et Éléonore y avait jeté une pierre brisant la surface, révélant des profondeurs insoupçonnées. Elle était la muse que je n'avais jamais osé espérer, la couleur vive dans un monde gris. Ce soir-là, sur le pont des Arts, la brise glaciale soulevait les mèches de ses cheveux et son regard se perdait au loin, vers Notre-Dame, dont les tours se découpaient en ombres majestueuses dans la nuit. Je sentais la tension de son corps, la tristesse qui émanait d'elle comme un parfum subtil. Elle était belle, d'une beauté qui transperçait l'âme, non pas la beauté frivole des magazines, mais celle qui porte en elle les cicatrices de l'existence, les fêlures qui rendent un être plus humain, plus réel. Elle se tourna finalement vers moi, un sourire pâle éclairant fugitivement ses lèvres. « Antoine, dit-elle, sa voix douce comme le murmure des vagues, il y a des choses que l'on ne peut pas choisir. » Sa phrase flotta dans l'air, énigmatique, lourde de sens. Je sentis un frisson me parcourir l'échine, une prémonition glaciale. Je savais que cette conversation allait changer le cours de nos vies, qu'elle allait sceller un destin dont les contours m'échappaient encore. Mes yeux cherchaient entre les siens, tentant de percer le voile de mystère qui l'enveloppait. « Qu'y a-t-il, Éléonore » Ma voix était à peine audible, craignant de briser l'équilibre fragile qui nous maintenait. Elle hésita, serra les mains l'une contre l'autre, comme si elle rassemblait son courage. Le silence se fit de nouveau, plus oppressant encore, ponctué par le lointain roulement d'un train. « Mon frère » commença-t-elle finalement, sa voix se brisant légèrement. Le nom de son frère, Damien, résonna dans le vide. Je le connaissais à peine. Un jeune homme discret, souvent malade, qu'elle protégeait avec une ferveur presque maternelle. Il était son seul parent, son unique famille. Elle avait sacrifié beaucoup pour lui, je le savais. Son rêve d'étudier la littérature, ses propres aspirations, tout avait été mis de côté pour veiller sur lui. Il a besoin de moi, Antoine, plus que jamais. Ses yeux se posèrent sur les miens, implorants, et j'y lus une détresse profonde, un sacrifice déjà consenti. Mon cœur se serra.
Je sentis la menace planer, la menace de la séparation, de l'éloignement, de la perte. Elle était mon encre, ma lumière, et l'idée de la voir s'éloigner me parut insupportable. Je ne pouvais imaginer ma vie sans elle, sans la douceur de sa présence, sans la profondeur de ses regards, sans la tendresse de ses mots. Elle était la muse qui avait ranimé la flamme éteinte en moi, celle qui m'avait donné l'envie de peindre à nouveau, de croire en la beauté du monde malgré sa cruauté. Son départ me ramènerait à l'obscurité, à la solitude aride. « Qu'est-ce que tu veux dire, Éléonore » demandai-je, ma voix rauque, presque étrangère. Un voile de tristesse s'abattit sur son visage, le rendant plus beau encore, d'une beauté douloureuse qui me transperça. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans des eaux froides et tumultueuses. « Il y a un traitement en Suisse, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. « Un nouveau protocole, très coûteux. Nous n'avons pas les moyens. » La phrase tomba comme un couperet, brisant le fragile équilibre de notre soirée. Je savais l'état de son frère, sa maladie chronique qui le rongeait lentement, inéluctablement. Mais l'espoir d'un traitement et le coût. Je comprenais la gravité de la situation, l'ampleur du dilemme qui la déchirait. « Je dois y aller, Antoine, je dois trouver l'argent. » Son regard était fixé sur l'horizon, comme si elle cherchait des réponses dans le ciel nocturne. Je sentis une angoisse sourde monter en moi. Comment allait-elle trouver une telle somme ? Elle n'avait que son salaire de libraire, à peine suffisant pour vivre décemment à Paris. L'idée même qu'elle puisse se mettre en danger, faire des choses qu'elle ne voudrait pas, me glaça le sang. Mais comment ? Ma question resta en suspens, sans réponse. Elle tourna son visage vers moi, et ses yeux bleus étaient embués de larmes non versées, d'une détermination farouche. « J'ai une solution, » dit-elle, sa voix empreinte d'une résignation qui me terrifia plus que tout. Une opportunité, loin d'ici, très loin, loin d'ici. Ces mots résonnèrent dans le silence, lourds de sens, porteurs d'une séparation inévitable. Je savais que cette solution impliquait un sacrifice, un renoncement à sa propre vie, à notre amour naissant. Elle était prête à tout pour son frère, à se consumer elle-même si nécessaire. Et moi, impuissant, je me tenais là, incapable de la retenir, incapable de lui offrir le monde qu'elle méritait. Mon cœur se déchirait. Le vent se leva, faisant danser les feuilles mortes à nos pieds, et le froid de la nuit s'infiltra en moi, plus mordant que jamais. Je la regardais, cette femme magnifique et brisée, prête à s'immoler sur l'autel de l'amour fraternel. Et je savais que, quelle que soit la solution qu'elle avait trouvée, elle allait nous arracher l'un à l'autre, nous jetant chacun dans un abîme de solitude. Le destin, impitoyable, venait de frapper à notre porte, et son ombre glacée s'étendait déjà sur nos cœurs. « Ne fais rien que tu puisses regretter, Éléonore, » murmurai-je, ma voix tremblante. Elle secoua la tête, un sourire amer sur les lèvres. « Je ne regretterai rien si cela peut le sauver. » Son regard croisa le mien, et j'y lus la profondeur de son engagement, la certitude de son sacrifice. Elle était prête à tout, et moi je me sentais déchirée entre l'admiration pour sa force et la douleur de la perdre. La lune perçait les nuages, jetant une clarté fantomatique sur la scène, soulignant les contours de son visage, les larmes qui perlaient enfin au coin de ses yeux. « Je ne te demanderai jamais de comprendre, » dit-elle, sa voix se brisant, « mais sache que je le fais pour lui, pour que Damien ait une chance. » Mon cœur se serra à l'idée qu'elle puisse se sentir contrainte, ou pire, coupable de son choix. « Je comprends, Éléonore, » répondis-je, ma voix étouffée par l'émotion. « Je comprends que tu l'aimes, et c'est cela qui rend la chose encore plus difficile. » Je pris sa main et la sienne était froide, tremblante. Je la serrai fort, tentant de lui transmettre un peu de ma chaleur, un peu de ma force, mais je savais que cela ne suffirait pas. Le sacrifice silencieux d'Éléonore s'annonçait. Un sacrifice qui allait nous marquer à jamais, qui allait laisser des cicatrices indélébiles dans nos âmes. Et je savais, avec une certitude déchirante, que notre histoire, à peine commencée, était déjà condamnée. Les lumières de Paris scintillaient autour de nous, indifférentes à notre drame, témoins muets d'un amour qui allait être brisé par les aléas de la vie, par les exigences impitoyables du destin. Elle retira sa main de la mienne, un geste lent et douloureux, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort surhumain. « Je dois y aller, Antoine.
dit-elle, sa voix redevenue ferme, mais empreinte d'une tristesse infinie. Il m'attend. Elle s'éloigna, ses pas résonnant faiblement sur les pavés humides, son ombre s'allongeant derrière elle, se fondant peu à peu dans l'obscurité de la nuit. Je restai là immobile, le cœur lourd, à regarder sa silhouette disparaître. Le froid s'intensifia, s'infiltrant dans mes os, mais ce n'était rien comparé au gel qui commençait à envelopper mon âme. Je savais que ce départ n'était pas un adieu, mais plutôt une promesse de souffrance, une attente interminable, un espoir fragile de retrouvailles, teinté de la certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Les vagues de la Seine clapotèrent doucement contre les berges, un lamento mélancolique qui faisait écho à ma propre peine. J'étais seule, de nouveau, face à la grandeur indifférente de Paris, et le souvenir d'Éléonore, de son courage et de son sacrifice, brûlait en moi comme une cicatrice invisible. La nuit était profonde, et l'aube me semblait bien lointaine. Le silence s'épaissit autour de moi, lourd et implacable, tissant une toile invisible de solitude. Les lumières de la ville, autrefois si vivantes, semblaient désormais assourdies, lointaines, comme des étoiles éteintes dans un ciel de suie. Je levai les yeux vers le pont des Arts, où nos rires s'étaient mêlés au vent, où nos mains s'étaient effleurées pour la première fois. Chaque pavé, chaque réverbère, chaque feuille morte portait l'empreinte de son passage, de sa présence éphémère. Elle était partie, emportant avec elle une part de ma lumière, me laissant dans l'ombre d'un amour inachevé. Les jours qui suivirent furent un lent naufrage. L'atelier, autrefois sanctuaire de ma créativité, devint une prison de souvenirs. Le pinceau glissait sur la toile, mais les couleurs restaient ternes, l'inspiration tarie. Chaque ligne esquissée trahissait son absence, chaque mélange de teintes révélait la nuance de ma peine. Je la voyais partout, dans le reflet des vitrines, dans la silhouette d'une passante, dans le murmure du vent. Ses yeux d'un bleu si profond qu'ils semblèrent contenir l'océan, entêtent mes nuits, et son sourire, empreint d'une mélancolie si douce, déchirait mes jours. Un matin, alors que le brouillard parisien enveloppait la ville d'un voile laiteux, je me décidai à retourner à la librairie. C'était une folie, une torture volontaire, mais l'espoir, si infime soit-il de trouver une trace d'elle, un indice, une simple lettre, était plus fort que ma raison. La porte grinça comme un vieux navire à l'abandon. L'odeur des livres, ce parfum familier qui m'avait... Et si cette quête désespérée n'était qu'un chemin vers un abîme encore plus profond, tant apaisé en sa présence, me parut soudain étrange, lourd de son absence. Monsieur Dubois, le propriétaire, un homme aux lunettes posées sur le bout du nez, me salua d'un air affligé. « Elle est partie, Antoine, » dit-il, sa voix basse et pleine de compassion. Sans un mot, juste une lettre pour moi, m'expliquant que des affaires familiales urgentes l'appelaient loin d'ici. Elle n'a rien laissé d'autre. Rien. Ce mot résonna en moi avec une violence sourde. Rien. Pas un mot pour moi, pas un signe, pas même une indication de sa destination. La solution dont elle avait parlé, cette solution qui la contraignait à partir loin d'ici, prenait une tournure plus sombre encore. Une angoisse sourde commença à me tenailler. Quel genre de solution exigeait un tel silence, une telle rupture ? Le sacrifice pour Damien, oui, je l'avais compris et accepté. Mais cette absence totale de communication, ce voile de mystère jeté sur son départ, éveillait en moi une méfiance grandissante, une inquiétude lancinante qui se mêlait à ma douleur. Je tentais de glaner des informations, mais M. Dubois ne savait rien de plus. Éléonore avait toujours été discrète, même avec lui, son employeur. Une jeune femme réservée, mais d'une grande dignité, avait-il ajouté, comme pour souligner la force de son secret. Je quittai la librairie, le cœur encore plus lourd, les mains vides, l'esprit tourmenté par des questions sans réponse. Avait-elle vraiment choisi ce départ ? Ou y avait-elle été contrainte ? Son silence n'était-il qu'un voile pudique sur un adieu déchirant, ou le prélude à une vérité plus sombre, d'une manière que je ne pouvais imaginer ? Et si cette solution était plus dangereuse, plus irréversible que je ne l'avais cru ? Une ombre froide commença à s'étendre sur mon âme, une intuition sinistre que le prix de son sacrifice pourrait être bien plus élevé que nous ne l'avions envisagé. Le Paris automnal, autrefois si romantique, se muait en un labyrinthe de doutes et de peurs, et mon amour pour Éléonore, jadis si pur,
se teinta d'une anxiété poignante. Les jours succédaient aux jours, traînant leur linceul gris sur la ville. Chaque aube était une nouvelle torture, chaque crépuscule une promesse non tenue. Je m'accrochais à l'espoir ténu de revoir Éléonore, de comprendre enfin les arcanes de son sacrifice. Mon atelier, autrefois un refuge, était devenu une prison de souvenirs. Les toiles restaient bénées blanches, les pinceaux immobiles, figés dans l'attente d'une inspiration qui ne venait plus. Comment peindre la beauté quand l'âme était dévorée par l'angoisse? Un après-midi pluvieux, alors que l'encre des nuages faisait pleurer le ciel de Paris, un pli discret glissa sous ma porte. Une lettre, sans en-tête, sans timbre. Le papier, d'une finesse exquise, portait une écriture élégante, familière. Le cœur battant, à tout rompre, je reconnus la main d'Éléonore. Mes doigts tremblaient en ouvrant l'enveloppe, craignant et désirant à la fois les mots qu'elle contenait. « Antoine », commençait la lettre, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. Je sais que mon silence t'a meurti, mais c'était le prix à payer. Le prix à payer pour un amour éteint ou une flamme qui refuse de mourir? Pour ma décision. Je t'écris aujourd'hui, non pour te donner des explications complètes. Le temps ne le permet pas, mais pour te supplier d'une chose. Ne cherche pas à me retrouver, ne cherche pas à comprendre. Le chemin que j'ai choisi est semé d'épines, et je ne veux pas que tu t'y blesses. Mon frère, il va mieux. Son traitement a commencé. C'est tout ce qui importe. Oublie-moi, Antoine. Vis, peins, aime. Les dernières lignes étaient deux maculées d'une légère tache, comme une larme séchée. Oublier Éléonore? Impossible. Les mots, loin de m'apaiser, allumèrent en moi une flamme nouvelle, celle de la rébellion. Comment pouvait-elle me demander d'oublier un tel amour, un tel lien, alors même qu'elle confessait les souffrances de son propre chemin, et ce chemin semé d'épines? L'intuition sinistre qui m'avait étreint se mua en certitude. Il y avait plus derrière son départ qu'un simple sacrifice financier. Le danger planait, palpable, sur les mots qu'elle n'avait pas écrits. Je relus la lettre encore et encore, cherchant un indice, un signe caché, une porte dérobée. La mention du traitement de son frère en Suisse confirmait l'urgence, mais l'absence de détails sur la solution qu'elle avait trouvée me rongeait. Pourquoi un tel secret? Pourquoi cette injonction à l'oubli? La dignité de M. Dubois, la réserve d'Éléonore, tout s'assemblait, formant une mosaïque inachevée, dont les pièces manquantes dissimulèrent une vérité douloureuse. Mon esprit s'emballa. Si le traitement était en Suisse, Éléonore devait y être. Si le traitement était en Suisse, Éléonore devait y être allée. Mais quand était-elle partie? Aussi, du moins, une partie du temps. Mais sa lettre ne donnait aucune adresse, aucun point de contact. Elle voulait disparaître, s'effacer de ma vie, probablement pour me protéger. Mais de quoi? Cette question, plus qu'aucune autre, me tourmentait. Le Paris automnal, avec ses feuilles roussies et ses ciels bas, reflétait l'état de mon âme. Je ne pouvais pas la laisser s'enfoncer seule dans cette obscurité. Je ne pouvais pas vivre sans savoir. L'amour pur que je lui portais se transforma en une détermination farouche, une quête obstinée. Je la retrouverais, je comprendrais. Et s'il le fallait, je la sauverais, même d'elle-même. La mélancolie se mua en une résolution glacée. Le jeu de l'oubli était un jeu auquel je refusais de jouer. Les jours s'étiraient, lourds et sans forme, comme ces nuages d'encre qui s'attardent au-dessus des cités endormies. Chaque aurore était une promesse non tenue, chaque crépuscule un rappel amer de son absence. Paris, autrefois ma muse, ma complice silencieuse, devenait un théâtre vide, ces boulevards des allées sans fin où mon ombre seule me suivait. Je me nourrissais de son souvenir, de l'écho de sa voix dans le vent, de la vision de ses yeux bleu nuit qui avaient illuminé mes toiles. Je peignais avec une frénésie nouvelle, mais mes pinceaux ne rendèrent plus la lumière, seulement les nuances de mon désespoir, les gouffres de mon incertitude. Chaque coup de brosse était une question sans réponse, un appel muet vers cette femme insaisissable. Je hantais les lieux que nous. J'ai erré dans les brumes de l'aube, espérant y retrouver son parfum, une trace de son passage. Avions partagé le pont des Arts, où nos mains s'étaient effleurées pour la première fois,
la berge où elle m'avait confié son fardeau, le café aux lumières tamisées, où nos silences en disèrent de plus que 1000 mots. Je cherchais une trace, un signe, un murmure du destin qui me guiderait. Mais le monde semblait avoir conspiré pour l'effacer. Monsieur Dubois, le vieil homme énigmatique, avait disparu de son appartement, sa porte close, sa boîte aux lettres muette. L'immeuble entier semblait avoir oublié son existence, comme si elle n'avait été qu'un songe, une apparition fugace. Mon enquête, d'abord timide, se fit plus audacieuse. Je me faufilai dans les cercles mondains que j'avais toujours fuis, espérant y glaner une information, un nom, une direction. Je m'entretenais avec des galeristes, des collectionneurs, des mécènes, des gens dont le monde était fait de secrets chuchotés et de non-dits élégants. Nul ne semblait la connaître. Ou plutôt, nul ne voulait la connaître. Son nom, prononcé avec trop d'insistance, ramenait invariablement des regards fuyants, des silences pesants. Une omerta, feutrée et implacable, entourait Éléonore. Puis un soir, dans l'arrière-salle enfumée d'un club de jazz où les tristes mélodies s'accordèrent à mon humeur, une voix grave se posa sur mon épaule. « Vous cherchez la jeune femme aux yeux de saphir, n'est-ce pas ?» L'homme, un ancien détective privé dont la réputation chuchotait dans les bas-fonds de Paris, avait des yeux cernés par la fatigue et l'expérience. Il me décrivit Éléonore avec une précision glaçante, comme s'il l'avait observée longuement. Comment cet homme en savait-il autant sur mon amour perdu ? Son frère, Damien, une maladie rare, une fortune nécessaire pour le sauver. Elle a trouvé cette fortune. Il marqua une pause, le regard lourd. Mais le prix est toujours élevé pour ce genre de miracle, jeune homme. Il refusa d'en dire plus, s'éclipsant dans l'obscurité comme une ombre. Ces mots, cependant, résonnaient en moi, confirmant mes pires craintes. La solution d'Éléonore n'était pas seulement un départ, mais un sacrifice d'une nature bien plus sombre que je ne l'avais imaginé. Les épines de son chemin n'étaient pas métaphoriques, elles étaient réelles, acérées, et je craignais qu'elle ne soit en train de la dévorer. Le murmure du danger se fit plus clair, plus pressant. Mon amour ne pouvait plus être passif. Il devait devenir une arme, un bouclier. Je devais la trouver, avant qu'il ne soit trop tard. La mélancolie avait cédé la place à une anxiété déchirante, transformant ma quête en une course contre un temps que je sentais s'épuiser. La nuit parisienne s'étirait, lourde de mes pensées. Chaque réverbère semblait pleurer une lumière pâle sur les pavés humides, reflétant l'incertitude qui m'étreignait. J'avais beau arpenter les rues familières, l'ombre d'Éléonore dansait devant mes yeux, insaisissable, et le murmure de l'homme énigmatique résonnait, froid et prophétique. Le prix. Quel prix ? L'image de ses yeux d'un bleu profond, empreint d'une tristesse résignée, me transperçait. Sa solution n'était pas un simple éloignement, c'était une immolation silencieuse, un sacrifice dont le sens m'échappait encore, mais dont la gravité me glaçait le sang. Les jours. Les jours s'étiraient, lourds de ce secret non dit, cette absence criante. Suivants furent un supplice. Mes pinceaux restèrent secs, ma toile vide, miroir de mon âme en jachère. Je revoyais le châle de laine fine glisser de ses épaules, la soie sombre de sa robe caresser l'air nocturne. Je cherchais des indices, des bribes de conversation oubliées, des regards furtifs qui auraient pu me révéler la nature de son désespoir. Je me rendis à l'adresse qu'elle m'avait donnée jadis, une petite mansarde sous les toits de Montmartre. La porte était close, la fenêtre aveugle, comme si elle n'avait jamais existé. Les voisins, des visages indifférents, secouaient la tête, n'ayant plus vu la jeune femme aux cheveux d'ébène depuis des semaines. Son absence était un silence assourdissant. Puis, une après-midi pluvieuse, un événement inattendu vint déchirer le voile de mon impuissance. Je reçus une nouvelle lettre, glissée sous ma porte. Cette fois, elle n'était pas anonyme. L'écriture était fine, élégante, familière. C'était de Damien, son frère. Mon cœur s'emballa. Il me remerciait, de manière confuse, pour une aide providentielle qui lui avait permis de recevoir des soins en Suisse. Il évoquait une bienfaitrice, une femme généreuse qui avait tout arrangé. Pas un mot sur Éléonore, mais le lien était évident. La solution, la fortune, tout se mettait en place, mais de manière ténébreuse. Cette lettre,
censé m'éclairer, ne fit qu'épaissir le mystère, ajoutant une couche d'amertume à mon angoisse. Pourquoi Damien ne mentionnait-il pas sa sœur? Pourquoi cette bienfaitrice restait-elle anonyme? Et surtout, quel était le prix de cette générosité? L'adresse, griffonnée à la hâte, trahissait une urgence que mon cœur pressentait déjà. De la clinique suisse était mentionné. Un espoir ténu mais ardent s'alluma en moi. Je devais aller là-bas, je devais comprendre, je devais la retrouver avant que les épines qu'elle avait choisies pour son chemin ne la dévorent entièrement. Ce n'était plus une quête romantique, c'était une urgence vitale, une course contre les ombres qui l'avaient engloutie. Mon amour, autrefois mélancolique et contemplatif, se transformait en une détermination farouche, en une rage silencieuse de la sauver d'un destin que je sentais funeste. Paris, autrefois ma muse, devenait une prison, et la Suisse, l'horizon d'un salut incertain. Les quais de la gare de Lyon étaient imprégnés d'une brume matinale, reflétant l'état de mon âme. Chaque pas vers le train pour la Suisse était une déchirure avec le passé, une plongée dans l'inconnu. Les visages anonymes des voyageurs glissaient, indifférents à l'urgence qui me consumait. Le sifflet strident du convoi déchira le silence, une mélodie funèbre qui annonçait le départ. Je pris place, le cœur battant la chamade, le regard rivé sur le paysage qui défilait, chaque arbre, chaque maison, chaque parcelle de terre s'éloignant inexorablement, comme les fragments d'une vie que je laissais derrière moi. Le voyage fut une torture silencieuse. Chaque paysage alpestre, majestueux et indifférent, accentuait le sentiment d'isolement qui m'étreignait. Les montagnes, ces sentinelles de pierre, semblèrent me juger, me rappelant ma propre impuissance. Je repassai en boucle les mots d'Éléonore, son visage d'une pâleur exquise, ses yeux d'un bleu profond, où dansait une tristesse insondable. La lettre de Damien, froissée dans ma poche, brûlait comme un tison ardent, ravivant la flamme de mes regrets. Chaque mot traçait les contours d'une trahison insoupçonnée, d'un adieu silencieux qui résonnait encore dans le vide de mon âme. Le train filait, emportant avec lui les lambeaux d'un bonheur évanoui, et je sentais le froid m'envahir, non pas celui de l'altitude, mais celui d'une solitude abyssale. Le paysage défilait, flou, insignifiant, comme mes propres espoirs qui s'effilochaient. Le crépuscule peignait le ciel de teintes violacées, annonçant la nuit et son cortège de souvenirs amers. À chaque oscillation du wagon, je me rapprochais d'un destin incertain, loin d'elle, loin de tout ce qui avait donné un sens à mon existence. La promesse d'un nouveau départ n'était qu'un voile ténu sur l'abîme de mon désespoir. Égarée dans un recoin de ma veste, me brûlait la peau. La bienfaitrice, anonyme, cette ombre bienveillante et menaçante à la fois, hantait mes pensées. Quel était ce prix qu'Éléonore avait payé? Quel sacrifice avait-elle consenti pour son frère? L'image de son sourire, si rare et si précieux, se superposait à celle de ses larmes contenues, de son regard fuyant, de sa résignation. Arrivée à Lausanne, la clinique se dressait, austère et imposante, au milieu d'un parc aux arbres centenaires. L'air y était pur, mais l'atmosphère pesait, lourde de secrets et de souffrances. À l'accueil, une infirmière au visage impassible me demanda mon nom. Je m'annonçai, le souffle court, le cœur tambourinant. Elle consulta un registre, puis leva les yeux sur moi, une lueur d'interrogation dans son regard. « Monsieur Antoine, je ne vois personne sous ce nom parmi nos visiteurs habituels. Et le patient Damien Moreau n'a pas de sœur. » Chaque mot résonna comme un coup de poignard. Le sol se déroba sous mes pieds. La bienfaitrice n'était pas sa sœur. Le détective avait eu raison. Le prix était élevé. Si élevé qu'il avait effacé jusqu'à l'existence de celle qui l'avait payé. Les ombres s'épaississaient, le piège se refermait sur Éléonore, et je sentais que je n'étais qu'un simple pion dans ce jeu macabre. Mon cœur, transpercé d'une angoisse glaciale, m'ordonnait de ne pas céder. Il fallait percer ce mystère, débusquer la vérité, quelle qu'elle soit. Je m'accrochai au comptoir froid de l'accueil, cherchant un appui, une ancre dans ce chaos qui menaçait de m'engloutir. Le bourdonnement des néons au plafond résonnait comme un glas funèbre, et chaque visage croisé dans le hall de l'hôtel semblait porter le poids d'un secret insondable. Le souvenir de son rire vibrant et cristallin me traversa comme un éclair, déchirant le voile sombre de mes pensées. Comment pouvais-je avancer,
alors que chaque pas m'éloignait un peu plus de l'écho de sa voix. Naufrage inattendu. La lueur d'interrogation dans les yeux de l'infirmière s'était muée en une vague d'indifférence polie, une barrière infranchissable. « Vous êtes sûre de votre information, madame ?» Ma voix, étrangère à mes oreilles, tremblait. Elle hocha la tête, un geste définitif. « Absolument. Nous sommes une clinique très stricte sur la confidentialité des dossiers et des visites. Le patient Moreau n'a pas de sœur enregistrée. » Chaque syllabe de cette phrase me transperçait, déchirant le voile fragile de mes espoirs. Éléonore avait donc renoncé à son identité, à son lien le plus cher, pour ce sacrifice que je devinais de plus en plus monstrueux. Je me détournais, le vertige me gagnant, la tête lourde d'un sang noir. Les couloirs immaculés de la clinique s'étiraient, silencieux, comme les allées d'un mausolée. Comment la retrouver si elle avait effacé toute trace de son existence ? Le détective avait pressenti l'ampleur du prix, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il s'agissait de son âme, de son essence même. La bienfaitrice anonyme. Ce mot, si doux en apparence, résonnait désormais comme une sentence, un linceul jeté sur Éléonore. Je me sentais piégé, impuissant, mon cœur martelant ma poitrine avec la fureur d'un tambour de guerre. Il fallait agir, mais comment ? La clinique, cet édifice de verre et d'acier, était une forteresse impénétrable. Je devais trouver une brèche, un moyen de pénétrer ce mystère qui s'épaississait à chaque instant. Je fis demi-tour, mes pas résonnant lourdement sur le marbre froid. Y a-t-il un moyen de savoir qui a réglé, mais qui avait donc réglé les frais médicaux d'Éléonore ? Et pourquoi ? Les frais de monsieur Moreau ? Demandai-je, m'efforçant de paraître calme, de ne pas trahir le désarroi qui m'étreignait. L'infirmière, visiblement agacée par mon insistance, leva un sourcil fin. « Ces informations sont strictement confidentielles, monsieur. Nous ne pouvons les divulguer. » Son ton était une porte claquée. Je sentais la rage monter en moi, une flamme sombre et dévorante. Je ne pouvais pas abandonner, pas maintenant, pas après tout ce que j'avais traversé. Le souvenir de ses yeux profonds, de la douceur de ses mains effleurant les miennes, était une brûlure constante, une promesse non tenue qui me liait à elle par-delà les mensonges et les silences. Je sortis de la clinique, l'air frais des Alpes me mordant le visage, mais incapable de dissiper l'étau qui enserrait ma gorge. Je m'assis sur un banc, face aux montagnes majestueuses, dont la sérénité contrastait cruellement avec le chaos de mon âme. Éléonore était là, quelque part prisonnière d'une toile que je ne comprenais pas. Je devais trouver un autre chemin, une autre piste. Le détective, il avait évoqué des prix élevés. Il devait en savoir plus. Je sortis mon téléphone, mes doigts tout tremblants, et composai son numéro. La sonnerie, longue et insistante, semblait se moquer de mon urgence. Enfin, une voix rauque répondit « Allô ? C'est Antoine. Je suis à la clinique. L'infirmière m'a dit que Damien n'avait pas de sœur. La bienfaitrice est anonyme. Qu'est-ce que vous savez d'autre ? Il faut que je la trouve. » Le silence à l'autre bout du fil fut plus épais qu'un linceul. J'entendis un soupir lourd. « Antoine, asseyez-vous. Ce que je vais vous dire, c'est délicat. » Mon cœur fit un bond, prêt à s'échapper de ma poitrine. « Parlez, je vous en prie. » La personne qui a payé les soins de Damien, elle a exigé l'anonymat le plus total. Pour une raison que j'ignore, elle ne veut absolument pas être identifiée. Elle a même menacé de retirer son soutien si son identité était révélée. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Qui était cette femme mystérieuse qui aidait Damien tout en se cachant ? Et pourquoi tant de secrets ? Le détective reprit, sa voix plus grave encore. Mais il y a plus. J'ai creusé un peu. Cette femme, elle a un lien avec votre passé, Antoine. Un lien que vous avez peut-être oublié ou que vous avez préféré ignorer. Le monde autour de moi vacilla. Un lien avec mon passé ? Quels spectres anciens venaient hanter ma quête désespérée ? Quel genre de lien ? Murmurai-je, ma voix à peine audible. Elle était là, Antoine, le jour de l'accident. Elle était là, et elle a tout vu. Éloquent qu'un long discours. Je vous l'avais dit, monsieur, le prix est lourd, mais il y a un nom qui revient parfois dans les dossiers que j'ai pu consulter, liés à des transactions financières de grande envergure. Un nom qui n'a rien à voir avec la famille Moreau. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. Un nom de famille, un certain Valois. Le nom tomba comme une pierre dans l'eau trouble de mes pensées,
créant des cercles concentriques d'interrogations. Valois. Qui était ce Valois? Et quel lien avait-il avec Éléonore, avec ce sacrifice? Le piège se refermait, et je sentais que l'ombre de ce nom allait m'entraîner dans des profondeurs bien plus sombres encore. Mon cœur, transpercé d'une angoisse glaciale, m'ordonnait de ne pas céder. Il fallait percer ce mystère, débusquer la vérité, quelle qu'elle soit. Ce n'était plus seulement une quête d'amour, mais une lutte pour la survie, la sienne, peut-être la mienne. Le nom de Valois résonnait en moi comme un glas funèbre, martelé par les battements désordonnés de mon cœur. Ce n'était plus la douce mélodie d'Éléonore, mais le bruit sourd d'une porte qui se referme sur un secret trop lourd. Le détective, dont la voix rocailleuse avait tant de fois esquissé les contours de ma propre impuissance, se contenta d'un soupir à l'autre bout du fil. Il n'avait rien de plus à ajouter sinon ce silence pesant qui en disait long sur l'abysse dans lequel je m'apprêtais à plonger. Je raccrochai la main tremblante. Comment survivre quand l'écho de l'amour se mue en un silence assourdissant? Et mes yeux se posèrent sur la toile inachevée qui trônait dans mon atelier. Une silhouette féminine, aux cheveux d'ébène et aux yeux d'un bleu d'encre, y était esquissée, comme figée dans l'attente d'une couleur que je ne parvenais plus à trouver. Éléonore. Elle était là, partout, dans chaque nuance de gris de mes pensées, dans chaque trait de pinceau hésitant. Mais cette image que je chérissais, cette muse éthérée, se brouillait désormais avec l'ombre d'un nom, Valois, qui l'attirait vers des rivages inconnus, vers un monde où la pureté de son sacrifice risquait de se teinter de noirceur. Les jours qui suivirent furent un lent naufrage. Je cherchais Valois dans les recoins les plus obscurs de ma mémoire, explorer les annuaires, les archives, les murmures des salons parisiens que je fréquentais si peu. Le nom était rare, puissant, souvent associé à des dynasties financières, à des entreprises aux ramifications complexes. Un empire d'ombre dont l'étendue m'échappait. Plus j'en apprenais, plus l'image d'Éléonore, cette femme aux yeux profonds qui avait su me toucher au plus intime, se transformait. Ce n'était plus seulement l'ange dévoué, mais une figure aux contours flous, emprisonnée dans une toile d'araignée que je ne voyais pas. L'hypothèse d'une dette, d'une obligation insondable, prenait de l'ampleur. Le chemin semé d'épines qu'elle avait évoqué, sa solution, n'était-il pas le fruit d'un pacte funeste, une monnaie d'échange pour la vie de son frère? Cette pensée froide et acérée me transperçait. Savoir que son amour, sa présence, ait pu être un sacrifice inavoué, un amour à quel prix? Le prix d'un arrangement sordide, c'était pire que l'oubli qu'elle m'avait demandé. C'était la profanation d'un sentiment pur, l'avilissement d'une âme que je croyais immaculée. Une nuit, le sommeil fuyant mes paupières lourdes, je me retrouvai sur le pont des Arts, le même où Éléonore m'avait confié son secret. Le fleuve reflétait les lumières tremblotantes de la ville, miroir brisé d'une réalité qui m'échappait. Le vent glacial fouettait mon visage, emportant avec lui les cendres de mes illusions. Je sentais la ville respirer autour de moi, indifférente à ma détresse, à cette quête désespérée. Et c'est là, au milieu du silence lourd de la nuit, qu'une intuition me frappa, brutale et inéluctable. Si Valois était si puissant, si habile à dissimuler ses traces, il ne s'agissait pas d'une simple transaction. Il y avait une malice, une intention sous-jacente, quelque chose de plus pervers qu'un simple partenariat financier. Les grands dossiers du détective, les transactions de grande envergure, prenaient une autre dimension. Et si Éléonore n'était pas seulement une victime consentante, mais un pion dans un jeu bien plus vaste, un sacrifice orchestré pour des motifs qui me dépassaient, la beauté de son sacrifice, sa noblesse apparente, n'était-elle qu'un voile jeté sur une vérité plus sombre, plus cruelle? Le piège se refermait sur elle, et peut-être aussi sur moi, pour avoir osé aimer une femme qui portait un tel fardeau. Mais je savais aussi, avec la certitude des âmes perdues, que je ne pouvais pas la laisser sombrer seule dans cet abîme. Allons-nous nous perdre ensemble, ou la sauverai-je de ce destin funeste? Abîme. Il fallait que je trouve Valois, que je dénoue les fils de cette toile, avant qu'elle ne l'étouffe. Avant qu'elle ne m'étouffe, moi aussi. Car sans elle, le monde n'était qu'une toile vierge, irrémédiablement vide. Le nom de Valois résonnait dans mes pensées comme un glas funèbre. Valois. Un nom lourd, imprégné de l'odeur âcre de l'argent et du pouvoir.
Le détective m'avait donné une adresse, un bureau discret dans un quartier d'affaires, où les façades de verre reflétaient un ciel indifférent. Je m'y rendis, l'âme lourde, le pas incertain. L'immeuble était d'une modernité froide, impersonnelle, un labyrinthe de couloirs feutrés où le silence était roi. Arrivé devant la porte indiquée, une plaque de laiton gravée d'un simple Valois en associé confirmait mes craintes. Il n'y avait pas de sonnette, pas d'interphone, juste une lourde porte en bois laqué, impassible. Je frappais. Le son étouffé se perdit dans l'épaisseur du matériau, comme un cri sans écho. J'attendis. Les minutes s'étiraient, lourdes et silencieuses. Une sensation de déjà-vu me saisit, celle des nuits parisiennes où le vide d'Éléonore s'était insinué en moi. Finalement, la porte s'ouvrit sans un bruit, révélant un homme d'une 50aine d'années, aux traits fins et au regard perçant, vêtu d'un costume d'une coupe impeccable. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière, son sourire était une fine ligne qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Il incarnait l'élégance glaciale, l'autorité discrète qui n'a pas besoin de s'exprimer pour être ressentie. « Monsieur Antoine ?» dit-il d'une « Est-ce que cette rencontre inattendue va bouleverser sa quête de vérité ?» Voix douce, presque murmurée, mais qui portait une autorité indéniable. « Je vous attendais. Entrez. » L'intérieur était à l'image de l'homme, sobre, luxueux et étrangement dépourvu d'âme. Des meubles design aux lignes épurées, des œuvres d'art abstraites aux couleurs froides, tout concourait à créer une atmosphère d'efficacité implacable, dénuée de toute chaleur humaine. Il m'invita à m'asseoir dans un fauteuil en cuir noir face à un immense bureau en verre. Derrière lui, une baie vitrée offrait une vue imprenable sur la ville, un panorama gris et lointain, comme une toile de fond à cette entrevue qui s'annonçait funeste. « Je suis monsieur Valois, » dit-il en s'installant confortablement. « Le détective m'a informé de votre intérêt pour une certaine affaire. » Son regard me transperçait, dénué de toute émotion. Il savait tout. La nature de ma quête, l'objet de mon tourment. L'air devint plus lourd, la respiration plus difficile. Je sentais le piège se refermer, non pas sur Éléonore, mais sur moi, sur ma propre impuissance. Le sacrifice d'Éléonore, l'élégance de sa résignation n'était qu'une facette de ce jeu cruel où Valois tenait toutes les cartes. Il avait acheté son silence, son corps, sa liberté. Et moi, l'artiste désargenté, le rêveur mélancolique, qu'avais-je à opposer à un tel pouvoir ? Rien. Sinon mon amour, ma rage, ma certitude que la beauté ne pouvait se monnayer sans laisser de cicatrices indélébiles. « Je cherche Éléonore », réussis-je à articuler, ma voix sonnant étrangement faible dans l'immensité de la pièce. Un léger sourire, fin et cruel, étira les lèvres de Valois. « Éléonore ? Elle est occupée, très occupée », effleura ses lèvres. « Éléonore » un nom charmant. « Elle est sous ma protection, monsieur Antoine. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. » Le mot « protection » sonnait comme une menace voilée, une possession revendiquée. Je sentais la rage monter en moi, une marée noire menaçant de tout engloutir, mais je savais que l'impulsivité ne mènerait à rien. Il fallait de la finesse, de la ruse, des armes que je ne possédais pas. « Qu'avez-vous fait d'elle » demandai-je, ma voix plus ferme cette fois. Valois se pencha légèrement en avant, ses yeux fixés sur les miens. Je lui ai offert un choix. Le confort, la sécurité pour son frère, en échange d'une certaine discrétion. Un arrangement mutuellement bénéfique, dirais-je. Elle a consenti, monsieur Antoine. Librement. Librement. Le mot me brûlait les lèvres. Il était la preuve de son sacrifice, de sa noblesse d'âme, mais aussi de mon impuissance. Éléonore avait choisi l'ombre pour que son frère puisse connaître la lumière. Et Valois était le maître d'œuvre de cette transaction macabre. Je devais trouver le moyen de la libérer, de briser les chaînes invisibles qui la liaient à cet homme, avant que l'âme d'Éléonore ne se fane dans le luxe stérile de cette cage dorée. Mais comment lutter contre un homme qui possédait tout, y compris le désespoir d'une femme ? La toile devenait de plus en plus serrée, et je sentais déjà la suffocation. La suffocation montait, serrant ma gorge comme un étau invisible. Valois me regardait avec une sorte de curiosité malsaine,
ses yeux de reptile brillants d'une intelligence froide. Il savourait ma détresse, se délectant de chaque once de mon impuissance, comme un chasseur observe sa proie piégée. Son sourire, à peine perceptible, était une lame affûtée, promettant une douleur lente et inévitable. L'air se densifiait autour de nous, lourd d'un silence oppressant, où seul le tic-tac incessant de l'horloge semblait murmurer le compte à rebours de notre tragédie. J'étais là, debout devant lui, nu de toute force, tentant de lire dans ses yeux la moindre faille, la plus infime fissure dans son armure d'indifférence cruelle. Mais il n'y avait rien, juste le vide sidéral d'une âme corrompue par le pouvoir et l'argent. Le sang de mes veines semblait se glacer, et le monde autour de moi se réduisait à ce bureau somptueux, à cet homme, et à l'ombre d'Éléonore, prisonnière invisible de notre duel silencieux. De curiosité amusée, comme un entomologiste contemplant un insecte pris au piège. Son sourire était le reflet de ma propre impuissance, un miroir déformant de ma rage contenue. Je savais que la violence ne mènerait à rien, que la force brute ne ferait que renforcer son emprise. Je devais être plus subtil, plus patient que lui, dénouer cette toile avec la minutie d'un orfèvre. Je veux la voir, dis-je, ma voix retrouvant une étrange assurance, une calme détermination que je ne me connaissais pas. Je veux m'assurer qu'elle est en sécurité. Valois haussa un sourcil. La sécurité est une notion relative, monsieur Antoine. Éléonore a tout ce qu'elle désire. Une suite somptueuse, des domestiques à son entière disposition, des toilettes qui feraient pâlir d'envie les reines d'antan, et l'assurance que son frère bénéficie des meilleurs soins. N'est-ce pas là le summum du confort ? Il se leva, faisant le tour de son bureau d'un pas lent, mesuré. Mais si cela peut apaiser vos inquiétudes, je puis arranger une rencontre, sous certaines conditions, bien entendu. Il s'arrêta devant la fenêtre, observant le lac Léman qui scintillait sous le soleil d'automne. Elle vous a demandé de l'oublier, n'est-ce pas ? Son souhait est ma loi, et la sienne. Je sentais le piège se refermer. Valois ne me donnerait rien sans contrepartie, sans une humiliation supplémentaire. Mais l'espoir de revoir Éléonore, ne serait-ce qu'un instant, était une flamme trop vive pour être éteinte par la prudence. Quelles humiliations êtes-vous prêt à endurer pour un amour perdu ? Condition ? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. Il se retourna, un sourire énigmatique aux lèvres. Vous la verrez, vous lui parlerez. Mais vous ne tenterez rien qui puisse la déstabiliser. Pas de reproches, pas de supplications. Elle a fait son choix. Respectez-le. Et surtout, vous ne lui révélerez rien de notre conversation. Elle ne doit pas savoir que vous connaissez la nature de cet arrangement. La dernière condition était la plus cruelle, me condamnant au silence face à son sacrifice. Il voulait que je sois le témoin muet de sa captivité dorée, que je porte le poids de son fardeau sans pouvoir le partager. C'était une torture raffinée, conçue pour briser l'esprit. Mais j'acquiesçais. Je n'avais pas le choix. Pour la revoir, pour comprendre, j'étais prêt à tout. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain, dans la somptueuse villa de Valois, perchée sur les hauteurs de Montreux, surplombant le lac. La nuit fut longue, peuplée de visions d'Éléonore, de ses yeux bleus hantés, de son sourire mélancolique. Je me demandais ce qu'elle penserait de moi, de ma présence inattendue. M'en voudrait-elle d'avoir brisé sa volonté de silence, d'avoir cherché à percer son mystère ? Ou y verrait-elle un signe, un espoir, une brèche dans le mur qu'elle avait érigé entre nous ? Au matin, le ciel était gris, le lac d'une couleur d'encre. L'air était lourd, préfigurant une tempête. C'était le reflet de mon âme, prête à affronter l'orage. Le taxi me déposa devant un portail en fer forgé. Un portail, une promesse de retrouvailles, ou le seuil d'un adieu déchirant. Monumental, gardé par des caméras dissimulées et des capteurs invisibles. La villa était une forteresse de pierre et de verre, un sanctuaire impénétrable où le luxe côtoyait la solitude. Un majordome en livrée m'accueillit, son visage impassible comme une statue. Il me conduisit à travers des couloirs silencieux où des œuvres d'art inestimables ornaient les murs, jusqu'à un salon immense, baigné d'une lumière douce, filtrant à travers de lourds rideaux de soie. Et là, assise près d'une immense cheminée, où crépitait un feu de bois, se trouvait Éléonore. Elle était plus belle que dans mes souvenirs, mais aussi plus lointaine, plus éthérée. Sa robe de soie sombre épousait ses formes avec une élégance tragique,
et ses cheveux d'ébène tombaient en cascade sur ses épaules. Ses yeux, d'un bleu profond, se posèrent sur moi, et je sentis mon cœur se serrer. Il y avait dans son regard une résignation bouleversante, une tristesse infinie qui me transperça l'âme. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle était là, vivante, mais absente, comme un fantôme prisonnier d'un rêve. « Antoine, » dit-elle, sa voix douce comme une mélodie oubliée. « Pourquoi êtes-vous venu ?» Sa question n'était pas un reproche, mais une lassitude, une acceptation fataliste de mon intrusion. Je me sentais incapable de parler, écrasée par la beauté de sa souffrance. Je voulais la prendre dans mes bras, la rassurer, lui dire que je la sortirais de là. Mais la promesse faite à Valois, le silence imposé, pesait sur mes lèvres. Je devais, mais cette promesse briserait-elle plus de cœur qu'elle n'en protégerait? Trouver les mots justes, ceux qui pourraient briser l'armure qu'elle s'était forgée sans la trahir davantage. Le conflit n'était plus seulement entre moi et Valois, mais entre l'amour et la dignité, entre la vérité et le silence. Et Éléonore, au centre de cette tempête, semblait déjà avoir perdu la bataille. La villa sentait le jardin d'hiver et le silence au pull. Éléonore, dans sa robe de soie sombre, semblait une ombre précieuse, une fleur rare égarée dans un palais de porcelaine. Ses yeux d'un bleu profond portaient la lassitude des Atlas anciens, des mers lointaines où s'étaient noyés des rêves. Antoine, lui, se sentait étranger à ce décor, un intrus dont le cœur battait trop fort, trop bruyamment, dans la symphonie feutrée de leur rencontre. Il cherchait les mots, ces mêmes mots qu'il avait peints 1000 fois sur ses toiles intérieures, qu'il avait murés dans le silence de son atelier parisien. Mais les mots, ici, semblaient des papillons de nuit frappant une vitre invisible. « Éléonore » murmura-t-il, sa voix rauque, presque inaudible. Il tendit une main hésitante, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, qu'elle n'était pas une de ces apparitions éphémères qui peuplaient ces nuits. « Je t'ai cherché. » Elle esquissa un sourire amer, un pli fugace au coin de ses lèvres pâles. « Je sais, Antoine, je l'ai toujours su. » Ses doigts fins jouaient avec le bord de son châle de laine, comme si elle cherchait à en découdre le temps. « Mais ma vie n'est plus la vôtre. » Son regard balaya la pièce, s'attardant sur les meubles anciens, les tableaux aux cadres dorés, témoins muets d'une existence qu'elle n'avait pas choisie. Elle était belle, d'une beauté qui déchirait le cœur, une beauté de statue antique, figée dans la douleur. Antoine sentit une lame froide lui transpercer la poitrine. Il voyait bien l'or qui l'entourait, mais il voyait surtout la cage, invisible peut-être aux yeux de Valois, mais criante pour lui. « Ce n'est pas ta vie, Éléonore, » osa-t-il, sa voix s'affermissant d'une colère sourde. « Ce n'est qu'une illusion, une prison dorée bâtie sur ton sacrifice. » Elle leva les yeux vers lui, et il y lut un reproche voilé, une douleur qu'elle s'efforçait de cacher. « Qu'importe le nom, Antoine, c'est la seule voie, la seule. Damien va mieux. Il respire. Il vit. N'est-ce pas l'essentiel ?» Le nom de Damien résonna entre eux comme un glas. Il comprit que le frère était la clé, la chaîne qui la liait à cette existence. Il avait espéré la retrouver, la ramener à la lumière de leur passé, à la promesse de leur amour, mais elle était ici, ancrée, enracinée dans le sacrifice. « Et toi, Éléonore ?» Il s'approcha d'elle, bravant la distance qu'elle avait érigée entre eux. « Que deviens-tu dans cette entité sans âme ?» Ses yeux s'embuèrent, mais aucune larme ne coula. Elle avait appris à les retenir, à les enfouir sous une carapace de résignation. « Je suis celle qui a sauvé son frère, Antoine. C'est ma seule vérité désormais. Le reste n'est que poussière. » Il voulut la prendre dans ses bras, briser cette armure, mais il savait qu'il n'en avait pas le droit. Le pacte qu'il avait passé avec Valois le hantait, le ligotait, ne pas parler de l'arrangement, ne pas la déshonorer davantage. Mais le silence était un poids insoutenable, une trahison envers ce qu'ils avaient été. « Je ne te crois pas, » dit-il, sa voix empreinte d'une amertume nouvelle. « Je ne crois pas que tu puisses t'éteindre à ce point. L'Éléonore que j'ai connue, celle qui lisait des poèmes sous la pluie et riait aux éclats, elle est toujours là, enfouie quelque part. » Elle secoua la tête, un mouvement lent et douloureux.
Ses cheveux d'ébène frôlèrent ses épaules pâles. Elle était morte, Antoine, le jour où j'ai compris que le monde n'était pas un livre, mais une transaction. La violence de ces mots le frappa de plein fouet. Il s'imaginait la force qu'il avait fallu pour prononcer une telle phrase, pour accepter une telle vérité. Il sentit en lui une rage monter, une fureur impuissante contre ce Valois, contre le monde qui avait brisé cette femme. Valois, souffla-t-il, incapable de retenir le nom. Un frisson parcourut Éléonore. Ses yeux se posèrent sur lui, emplis d'une panique soudaine. Ne prononce pas ce nom, Antoine. Pas ici. Jamais. Le danger qu'elle évoquait était palpable, un serpent invisible qui sifflait dans les recoins de la pièce. Il comprit la portée de son sacrifice, l'ampleur de sa servitude. Elle n'était pas seulement une femme qui s'était vendue, mais une femme enchaînée par la peur, par la menace. Il t'a menacée ? La question était un coup de poignard. Elle détourna le regard, ses traits se tendant. Il n'a pas eu besoin. Il a simplement montré le chemin de Damas, mais sans la lumière. Le désespoir d'Antoine grandissait. Il était venu pour la sauver, mais il se sentait impuissant, un simple spectateur de sa propre tragédie. Il la voyait, si proche et pourtant si lointaine, une étoile inaccessible dans un ciel trop sombre. « Je ne peux pas te laisser ici, Éléonore, » déclara-t-il, un tremblement dans la voix. « Je ne peux pas. » Elle se tourna vers lui, et pour la première fois, il vit une lueur de défi dans ses yeux. « Tu ne peux rien, Antoine, tu ne peux rien contre le destin, contre la nécessité. Et surtout, tu ne peux rien contre moi. J'ai choisi. » C'était un mur qu'elle dressait entre eux, un rempart infranchissable. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'amour qu'il lui portait, si pur, si ardent, se heurtait à la dure réalité de son choix. Il la voyait se consumer à petit feu, et il ne pouvait rien faire. « Il y a toujours une autre voie, » insista-t-il, s'accrochant à un espoir ténu. « Toujours. » Elle rit, un rire sans joie, un son cristallin et brisé. « Laquelle, Antoine ? Celle où Damien meurt faute de soins ? Celle où je meurs d'impuissance ? Non. Il n'y en avait qu'une. Et je l'ai prise. » Le poids de ses paroles l'écrasa. Il se sentit vide, évidé de toute substance. Il avait traversé le monde pour la retrouver, pour la comprendre. Et il ne trouvait devant lui qu'une énigme, une femme devenue étrangère. « Je t'aime, Éléonore » prononça-t-il les yeux embués. C'était un cri, une supplication, un adieu. Elle ferma les yeux et une larme solitaire traça un sillon sur sa joue pâle. « Je le sais, Antoine, et c'est pour cela que tu dois partir, pour cela que tu dois m'oublier, pour cela que je dois rester. » Le silence retomba, plus lourd qu'auparavant, chargé de non-dits, de sacrifices, d'un amour brisé. Antoine se tint là, impuissant, le cœur serré, sentant le parfum des roses fanées de son passé s'évaporer dans l'air lourd de la villa. La beauté de la pièce, l'opulence des lieux, tout lui parut soudain grotesque, un décor de théâtre pour leur drame silencieux. Il comprit alors la terrible vérité. Elle était perdue pour lui, non pas par la mort, mais par un choix plus cruel encore, un choix dicté par l'amour fraternel et la brutalité du monde. Il n'y avait pas de victoire à arracher, pas de héros à être. Il n'y avait que la résignation, l'amère certitude que l'amour ne suffisait pas toujours à vaincre les ombres. Le froid de la nuit suisse s'était infiltré sous sa peau, y imprimant une morsure plus profonde que n'importe quelle gelée hivernale. Antoine, l'âme déchirée, avait quitté la villa opulente de Valois, ses pas lourds résonnant dans le silence assourdissant des allées bordées de conifères. Les mots d'Éléonore, prononcés d'une voix étrangère à leur passé commun, tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes emportées par un vent glacial. « Damien est ma seule vérité. Oublie-moi. » Oublier ? Comment arracher de soi une racine si profondément ancrée, une vie entière de promesses échangées sous les toits de Paris, les rires volés aux terrasses des cafés, les murmures éteints dans l'intimité de son atelier ? Il errait sans but, le ciel étoilé au-dessus de lui, semblant se moquer de sa détresse. Chaque étoile, une étincelle de leur amour perdu, scintillant avec une cruauté silencieuse. Les souvenirs affluaient,
implacable, chaque tableau qu'il avait peint d'elle, chaque ligne de son corps qu'il avait caressé du regard et de la main. Éléonore, muse et amante, désormais prisonnière d'une cage dorée, esclave d'un marché qu'elle avait scellé pour un amour fraternel si pur qu'il en devenait destructeur. Il avait vu dans ses yeux d'ébène, malgré la résignation, une étincelle de l'ancienne Éléonore, celle qui brûlait d'une passion farouche et indomptable. Mais cette étincelle était désormais voilée par un voile de tristesse, une mélancolie qui épousait sa pâleur exquise. Les jours qui suivirent furent un lent supplice. Antoine ne pouvait se résoudre à partir. Il loua une petite chambre dans un village voisin, ses fenêtres donnant sur les montagnes imposantes qui cachèrent la villa de Valois. Chaque matin, le lever du soleil sur les cimes enneigées lui rappelait la beauté implacable d'un monde qui continuait de tourner sans se soucier de son chagrin. Il peignait, non pas pour l'art, mais pour exorciser la douleur, pour tenter de donner une forme à l'informe, au désespoir qui le rongeait. Ses toiles se remplissaient de couleurs sombres, de silhouettes solitaires, de ciels orageux, où la lumière ne parvenait jamais à percer. Éléonore apparaissait parfois, fantomatique, ses yeux d'un bleu profond, exprimant une souffrance qu'il n'avait jamais pu déchiffrer entièrement. Il comprenait maintenant la souffrance du choix, la cruauté du sacrifice. Un soir, alors que la brume s'accrochait aux pentes des montagnes comme un linceul, il reçut un message inattendu. Un petit billet glissé sous sa porte par un enfant du village. L'écriture était fine et élégante, reconnaissable entre mille. Éléonore. Le cœur d'Antoine fit un bond douloureux. Elle l'avait contacté, malgré ses propres injonctions. Le message était bref, une date, une heure, un lieu. Le lac, au pied de la montagne, à la tombée du jour. Une lueur d'espoir, fragile comme une flamme vacillante, s'alluma en lui. Il se rendit au rendez-vous, le cœur battant la chamade, l'air vif de la montagne fouettant son visage. La silhouette d'Éléonore se découpait sur l'horizon, drapée dans son châle de laine fine, ses cheveux d'ébène se fondant dans l'obscurité grandissante. Elle ne portait plus la robe de soie sombre, mais une robe simple, presque effacée, comme si elle avait voulu se dépouiller de tout artifice. Ses yeux, d'un bleu profond, étaient fixés sur le lac, dont les eaux reflétaient le crépuscule. « Antoine, dit-elle, sa voix douce comme un murmure, je devais te voir une dernière fois. » Il s'approcha, le silence entre eux plus éloquent que n'importe quel discours. « Pourquoi ?» Elle tourna son regard vers lui, et il y lut une douleur nouvelle, une résignation encore plus profonde. « Damien va mieux. Les traitements sont fonctionnés. » Un soulagement inattendu submergea Antoine même au milieu de sa propre peine. « C'est merveilleux, Éléonore. » « Oui, » répondit-elle, un sourire fugace et amer effleurant ses lèvres. « Valois a tenu parole. Il a été généreux. » Le mot généreux résonna avec une ironie cruelle. Antoine savait le prix de cette générosité. « Et maintenant ?» Elle baissa les yeux vers la surface sombre du lac. « Maintenant, Valois s'attend à ce que je reste. Il a la prétention de m'aimer. » Elle marqua une pause, puis ses yeux se relevèrent, et cette fois, il y avait une détermination farouche, presque désespérée. « Mais je ne peux pas vivre une vie qui n'est pas la mienne, même pour la gratitude. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Antoine, son cœur s'emballant à nouveau d'une espérance folle. « Je ne peux pas te demander de m'attendre, Antoine. Je suis brisée. Cette année passée loin de toi, dans cette prison dorée, a laissé des cicatrices. Je ne suis plus la femme que tu as aimée. » La lune, pleine et argentée, perça les nuages, éclairant son visage d'une lumière fantomatique. « Tu es Éléonore, » murmura Antoine, tendant une main hésitante vers elle. « Ma Éléonore. » Elle recula légèrement, un mouvement à peine perceptible. « J'ai fait un choix lourd de conséquences. Je ne peux pas revenir comme si de rien n'était. Je ne peux pas t'offrir la femme que tu mérites. Je suis endettée, non pas par l'argent, mais par l'âme. » « L'âme se rachète, Éléonore, » insista-t-il, sa voix tremblante. « L'amour est un rachat. » Elle secoua la tête, ses cheveux d'ébène frôlant ses joues pâles. « Il y a des dettes que l'amour ne peut effacer. Je dois me retrouver seule. Je dois réapprendre à respirer sans cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Il avait cru à un miracle, à une fin heureuse, mais Éléonore, même libérée de son fardeau, portait le poids invisible de son sacrifice. Alors, c'est la fin ? Ses yeux s'embuèrent, mais aucune larme ne coula. Ce n'est pas une fin, Antoine, c'est un nouveau commencement pour moi. Seul. Et pour toi, il faut que ce soit un nouveau commencement, aussi. Elle fit un pas en arrière, ses traits dissimulés par l'ombre des arbres. N'essaie pas de me retrouver. Ne m'attends pas. Vis. Peins. Aime à nouveau. Comment pourrais-je aimer à nouveau ? Sa voix était un râle. Tu es mes oies et mon seul horizon, Éléonore. Tu as besoin de vastes horizons, Antoine, pas d'une âme brisée. Elle se détourna, sa silhouette s'éloignant dans le crépuscule. Adieu, mon amour. Il resta là, immobile, le vent froid du lac lui cinglant le visage. Il la regarda s'éloigner, sa silhouette se fondant dans l'obscurité jusqu'à disparaître. Le silence revint, plus lourd, plus définitif. Il n'y avait pas de cris, pas de larmes bruyantes, juste le vide et le froid. Il savait qu'elle était libre, mais cette liberté avait un goût amer. Elle avait choisi de se reconstruire seule, de porter seule le fardeau de ses choix. Il comprenait la noblesse de son geste, l'intégrité de son âme qui refusait de lui offrir une moitié d'elle-même. Antoine resta longtemps au bord du lac, fixant les reflets de la lune sur l'eau sombre. Le conflit en était résolu. Damien était sauvé. Éléonore était libre, mais leur amour, lui, gisait là, au fond du lac, un trésor englouti par les eaux froides du sacrifice et de la résignation. Il ne la retrouverait plus. Elle avait choisi son chemin et il devait choisir le sien. La vie continuerait, mais une part de lui resterait à jamais figée dans cette nuit suisse, sous le regard indifférent des étoiles, à la fois libérée et éternellement marquée par l'amour perdu d'Éléonore. Il ne lui restait que ses pinceaux et le souvenir lancinant d'un amour si grand qu'il avait déchiré 2 âmes pour en sauver une. Le drame était consommé, laissant derrière lui le goût âpre de la beauté tragique. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt.